Bon matin tout le monde. Alors, pour la semaine 5, qui débute en ce lundi le 27 avril, c'est le sujet sur les électrolytes, les types d'électrolytes et l'échelle de pH. Donc, ça a l'air être trois sujets bien différents, mais en fait, tout est relié, même l'échelle de pH est reliée aux électrolytes. Puis, on va élaborer en fin de vidéo comment écrire une équation complète et balancée de dissociation électrolytique, ou si on préfère une ionisation. Donc là, je l'ai mis en parenthèse. Je vais juste simplement vous expliquer qu'est-ce que les électrolytes, comment on les retrouve, pourquoi on appelle ça des électrolytes, des exemples et tout ça, ça fait quoi. Les types d'électrolytes, il y en a trois sortes. Comment les reconnaître, ça c'est bien important, quelles sont les caractéristiques de chacun. Et ensuite, on va voir que certains de ces électrolytes-là, on peut les placer sur une échelle de pH. Donc, qu'est-ce qu'une échelle de pH? En gros, là, je vous rappelle que en confinement comme ça à la maison, puis à l'école à la maison, on ne voit que l'essentiel des notions. Donc, on n'ira pas en profondeur dans les électrolytes, on n'ira pas en profondeur non plus dans les types d'électrolytes et l'échelle de pH parce qu'on pourrait être un peu plus précis, un peu plus détaillé, hein, mais vous allez en savoir un peu plus aussi l'an prochain en secondaire 5 en chimie. Donc, vous aurez au moins la base de ce qu'il vous faut pour ce qui s'en vient dans les prochaines semaines et pour ce que vous aurez besoin pour chimie l'an prochain. Je vous rappelle que si vous voulez suivre avec moi, il y a aussi dans votre cahier observatoire certaines pages de référence pour vous aider, pages 64 à 67. Dans les 4 pages de théorie de cahier observatoire, il y a peut-être certaines notions en STE qu'on ne verra pas, dont les électrolytes forts et les électrolytes faibles, la distinction entre fort et faible. Donc ça concerne une petite section de la page 65. Donc, il y a seulement cette section-là que l'on ne verra pas, mais tout le reste, on va le voir. Les exercices qui sont à faire et qu'on vous suggère fortement, c'est la page 68 et suivante, jusqu'à 71. Donc, 68 à 71, vous retirez quelques numéros, soit le numéro 2, le 5D et le 15C, qui sont en lien avec soit quelque chose de trop précis sur le pH ou soit sur les électrolytes qui sont forts ou faibles. Donc, on part ça avec un électrolyte. Donc, de base, l'électrolyte, électro pour électricité, donc c'est évidemment en lien avec l'électricité. Donc, on parle d'un liquide qui est conducteur finalement. Donc, vous savez déjà que des conducteurs, ça peut être des solides. On connaît des solides conducteurs. On sait que les métaux, par exemple, sont des solides dans lesquels le courant peut facilement circuler. Mais il existe aussi des solutions dans lesquelles le courant peut fortement ou facilement circuler. Et on appelle ça des solutions, donc dans lesquelles il y a un solvant et un soluté, parce que l'eau toute seule n'est pas un bon électrolyte. Le courant ne passe pas bien dans l'eau pure. Par contre, dès qu'on a des minéraux dedans, comme dans l'eau du robinet, ou dès qu'on ajoute un acide, un sel, par exemple, comme NaCl, comme du sel, bien, ça augmente la facilité au courant de passer. Et dans le fond, c'est la présence d'ions. Donc, le mot ion, elle est super importante. Donc, ici, là, je l'encercle comme ça. Là. Le mot ion, c'est la clé de la réponse à pourquoi le courant passe dans un liquide dans lequel par exemple, je placerais deux électrodes séparées l'une de l'autre, une cathode positive, une cathode négative, une anode positive, reliée à une pile, relié à quelque chose qui pourrait recevoir l'énergie et la transformer comme une lumière. Donc, qu'est-ce qui fait que le courant circule entre les deux électrodes? Bien, c'est la présence des ions qui vont se promener comme ça d'une électrode à l'autre. Donc, les moins attirés par les plus attirés par les moins, logiquement. Et donc, la circulation de ces ions-là à l'intérieur vont permettre au courant de passer. Maintenant, comment c'est possible qu'il y ait des ions? Ils viennent de où, ces plus puis ces moins-là? OK, donc je reviens à ma définition de tout à l'heure, c'est-à-dire, avec l'image précédente, vous vous souvenez, l'espèce d'ampoule qui s'allume lorsque je plante deux électrodes dans une solution aqueuse. Donc, une solution dans laquelle le courant permet de passer, c'est-à-dire qu'il y a conductibilité électrique, le courant peut passer. On appelle ça un électrolyte. Le sel NaCl
est un électrolyte. Par contre, il faut que cette substance soit dissoute dans l'eau. Et cette partie de définition-là, elle est importante à comprendre, c'est-à-dire que mon sel, NaCl, mes grains de sel, là, si j'avais un pot de sel en granules, puis je plantais dedans mon anode cathode, la lumière ne s'allumerait pas, le courant ne passe pas dans le sel, attention, mais quand je prends une cuillère de sel puis je la mets dans l'eau et je brasse, elle va se dissoudre, mais elle va aussi permettre aux ions d'être libérés puis au courant de passer. Donc ça, c'est réglé. Je vais même me débarrasser de ces définitions-là, tiens, pour faire un peu de ménage. Dissociation électrolytique. Bien, c'est là-dessus que je veux vous donner des explications un peu plus détaillées, c'est-à-dire comment ça que le sel, il se sépare en ions? Donc, ça vient d'où ces ions-là? Parce qu'on dit comme dissociation que c'est la séparation d'une substance dissoute dans des deux ions de charge opposée. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, je l'espère bien, juste avant qu'on quitte en mars, on a vu en classe avec vos enseignants respectifs quelle était la différence entre une liaison ionique et une liaison covalente. Bien, on revient avec ce concept-là. Une liaison ionique, c'est un métal, un donneur d'électrons, vous vous rappelez, à l'opposé du tableau périodique, à gauche complètement, que l'on lie avec un non-métal, qui lui est à droite du tableau périodique, à l'autre extrémité. Donc, si je prends Na et Cl, famille des alcalins, famille des halogènes 1A7A. Le match est parfait parce que l'un veut donner un électron en dessous, il y a une couche pleine, et l'halogène a 7 électrons de valence, il lui en manque un, elle sera donc un receveur d'électrons pour aller compléter sa couche. Donc, le Na devient positif parce qu'il a donné des électrons, donc il est chargé positivement. Et le chlore, dans NaCl, est chargé négativement puisqu'il, lui, il a arraché les électrons. Donc, je fais disparaître cette définition-là. Bon, et maintenant, si on fait un zoom au niveau de qu'est-ce qui se passe lorsque je mets du sel dans l'eau, ici. Donc, j'ai une simple cuillère de sel que j'ajoute à l'intérieur de mon eau. Donc, si je regarde juste la molécule d'eau, elle, en soi, elle est faite, bon, vous le savez bien, d'un oxygène, deux hydrogènes, donc H2O. Ce lien-là entre ces deux atomes-là, parce que ce sont deux non-métaux, c'est en théorie une liaison qui est covalente. Donc, une liaison covalente, c'est une liaison où il y a un partage d'électrons. Par contre, dans ce partage-là, il n'est pas équitable, c'est-à-dire généralement le doublet est partagé entre les deux, les électrons voyagent autour de l'un, autour de l'autre, et il y a vraiment une équité. Dans ce cas-ci, parce que c'est de l'hydrogène. L'hydrogène, là, c'est une exception dans notre tableau périodique, là. Oui, c'est un non-métal. Oui, il voudrait bien avoir la couche pleine lui aussi avec un seul électron. Il voudrait bien la compléter à 2, sa toute première couche électronique, et avoir la couche pleine comme les autres. Mais il est tellement faible pour attirer les électrons. On appelle ça de l'électronégativité en passant. Donc, il est tellement faible pour attirer les électrons qu'il se fait un peu tout le temps, il se fait tout le temps avoir lorsqu'il fait ses liens de partage, c'est-à-dire que les électrons partagés sont plus proches de l'autre atome que de lui. Donc, comme il est plus proche des autres atomes, on pourrait même représenter ça ici par une flèche comme ça pour indiquer... Oups, j'ai la misère à dessiner par-dessus. Voilà. Une flèche qui indique que le doublet ou l'électron de chacun, électron célibataire partagé, comme ça, au lieu d'être en plein centre, est délocalisé ou plus proche de l'oxygène que de l'hydrogène. Donc, ça ne fait pas une liaison ionique, c'est quand même un lien de partage, c'est-à-dire un lien covalent, mais ça crée ce qu'on appelle des polarités ou des charges partielles. L'oxygène étant négatif, la charge partielle de l'hydrogène étant positive, c'est ça qui va expliquer que quand on dissout une molécule comme NaCl qui contient du Na+, et du Cl-, parce que ça, c'est une liaison clairement ionique, bien, l'eau va aller encercler les Na
et les séparer du Cl qui sera lui aussi entouré d'eau et il va l'isoler de son côté. Donc, chacun des ions à l'intérieur de NaCl sera isolé. Je vais vous montrer une image qui est peut-être préférable à celle qui est là, qui est un petit peu plus, je trouve, claire. Je vais aller l'insérer, mais je pense que je vais me mettre sur une autre diapositive. OK, donc ici, je trouve qu'on voit encore mieux notre petit cube de sel, notre petit cristal de sel NaCl, qui est fait de plein de molécules de Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, qui sont toutes collées ensemble et qui forment un parfait cube. On a de l'eau qui s'ajoute autour. Donc, je laisse tomber mon grain de sel dans l'eau. L'eau va l'encercler et comme ces molécules d'eau-là, comme je vous ai expliqué, possèdent une partie positive qui sont les petits H et une partie négative qui sont la partie de l'oxygène. Donc, par attraction de signes contraires, puisque le chlore qui est représenté ici par la petite boule verte, le chlore étant négatif, donc qu'est-ce qui, dans la molécule d'eau, va se coller au chlore qui est négatif? Bien, ça sera les petits H. Donc, on le voit super bien ici. On a un chlore qui est négatif et on a les petites boules d'hydrogène ici qui vont avoir tendance à s'approcher et à se coller au chlore. Et donc, en l'encerclant complètement, va l'isoler et va le séparer de son cristal. Même chose pour le Na. Le Na qui est ici, qui est positif, Na+, on sait pourquoi de la liaison ionique. Donc, si notre Na est positif, bien, quelle partie de la molécule d'eau va l'encercler? Ça sera la partie négative de la molécule d'eau, par attraction de signes contraires. Et il va isoler les ions Na+, les isoler de son cristal. Et c'est pour ça qu'à terme, on aura plein de petits Cl-, Na+, Cl-, Na+, qui seront entourés d'eau. On appelle ça hydratés. Donc, qu'ils seront isolés et hydratés à l'intérieur de notre liquide. Donc, c'est ça un électrolyte, en fait. Le terme électrolyte, peut-être que vous l'avez entendu, peut-être vous avez été malade à un moment donné, vous avez fait une gastro, puis on vous dit « Ah, ça serait bon que vous preniez des électrolytes ». Donc, l'électrolyte, c'est des sels minéraux qui sont présents dans l'eau et ça va faciliter l'hydratation pour votre corps. Donc, on sait que, en fait, médicalement, on sait que le sel et l'eau, ils s'aiment, hein? Ils sont hydrophiles ensemble. Le contraire serait hydrophobe, c'est-à-dire qu'ils ne s'aiment pas. L'eau n'aime pas, par exemple, l'huile. Hein, l'eau et l'huile, d'ailleurs, ça ne se mélange pas bien, c'est pas bien miscible. Mais le sel, par contre, lui, est hydrophile, c'est-à-dire qu'il s'associe bien avec l'eau. Donc, c'est pour ça que ça facilite l'hydratation. Lorsque je prends d'ailleurs un liquide comme Pédialyte, si je suis un enfant et j'ai besoin de me réhydrater, ou si j'ai fait beaucoup de sport et que par ma sudation, j'ai perdu beaucoup d'eau et on sait que la sueur est salée. Donc, j'ai perdu du sel et j'ai perdu de l'eau. Si je veux rapidement reprendre cette eau et ces sels minéraux-là, ben, il y a un moyen, c'est de se faire une espèce d'électrolyte qui se vend en marché, qu'on connaît bien, là, sans le nommer les Gatorade de ce monde. Donc, toutes ces compagnies-là fabriquent des solutions, malheureusement peut-être un peu trop sucrées pour parfois camoufler les sels qui sont à l'intérieur parce qu'à la base, il y a du sel là-dedans. Donc, ces sels minéraux-là, en présence d'eau, vont être plus facilement absorbés par ton corps. Donc, en plus d'absorber l'eau, absorbe le sel. Donc, c'est avantageux et c'est plus rapide que de boire que de l'eau. Par contre, bien, le sucre qui est à l'intérieur, peut-être, peut être nocif pour la santé à long terme. C'est quand même très, très sucré, malheureusement, ces boissons-là. Mais là, je fais une parenthèse pour dire à quoi ça sert des électrolytes ou où est-ce que vous auriez peut-être entendu parler de ça. J'ai inséré ici en bas l'équation de dissociation électrolytique. Tout à l'heure, j'avais mis entre parenthèses, puis je vous ai dit, à la fin, je vous reparlerai de ça, comment écrire l'équation. Mais pour NaCl, regardez comment ça, à quelque part, c'est pas si complexe que ça. Notre NaCl qui, au départ, était à l'état solide, donc le petit S indique solide. Si je le mets dans H2O, et là, ce que je fais tout simplement mettre une flèche
avec le mot H2O dessus pour dire que je le mets dans l'eau, donc je le dissous. Et qu'est-ce que j'obtiens? Ben, c'est pas une réaction chimique. Je ne peux pas dire que ce qui se passe, c'est chimique. C'est tout simplement un phénomène physique qu'on appelle l'ionisation ou la dissociation en électrolytes. Donc, mon Na+, en milieu aqueux. AQ veut dire aqueux. Et le chlore, les ions, Cl-, sont aussi en milieu aqueux. Bon, et maintenant, c'est quoi les sortes d'électrolytes qu'on connaît? Donc, j'ai nommé NaCl tantôt. Donc, évidemment, tous les sels sont d'excellents électrolytes. Et quand on parle de sels, c'est vraiment la catégorie de tous les sels qui existent, là. Fait que NaCl, ce n'est qu'un seul exemple parmi des millions de sels possibles, mais tout ce qui est fait avec un métal et un non-métal, qui est clairement un lien ionique, okay, comme NaCl, mais ça pourrait être KBr, ça pourrait être, comme on le nomme ici, CaBr2, ça pourrait même être, et c'est aussi un sel, un donneur comme potassium K, relié avec un groupement receveur. Vous vous rappelez des ions polyatomiques? Donc, on connaît sulfate, carbonate, chlorate, phosphate, donc ça finit en ate, là, et c'est des groupements polyatomiques, mais qui possèdent une charge, donc qui remplacent un non-métal en quelque sorte. À l'intérieur d'un sel, c'est possible d'en trouver. Donc, pour que ça soit un sel, il faut qu'on ait un donneur-receveur. Et là, écrire une équation comme vous voyez là, ça je vais vous montrer, je vais vous donner quelques exemples plus tard sur comment réussir à faire ça sans faire d'erreur avec des petits trucs très simples. Je reviens à mes types d'électrolytes. Donc, les sels, comme on connaît bien, NaCl, c'en est un bon exemple. Les bases. Les bases sont des substances qui ont comme caractéristique pour les reconnaître, qui sont faits d'un métal et d'un ion OH-. C'est ce qu'on a remarqué. Ils sont tous faits de la même façon et ils ont tous aussi les mêmes caractéristiques, ces bases-là. C'est qu'ils vont avoir tendance à bleuir, par exemple, certaines substances comme des papiers tournesol, le tournesol étant un indicateur coloré. Donc là, on fait une petite parenthèse sur l'échelle de pH. Donc, vous avez déjà vu dans le passé... Voilà, je reviens, pardon. Donc, j'ai trouvé l'image que je voulais. Vous avez déjà vu dans le passé cette échelle-là. Donc, une échelle sur laquelle on peut placer certaines substances connues ou moins connues, qu'on retrouve dans des laboratoires, par exemple, qu'on peut placer sur une échelle afin de les comparer pour savoir peut-être leur degré d'acidité, c'est-à-dire leur degré de présence en ions de certains types. Donc, pour ce qui est des bases, ben, les ions qu'on retrouve chez toutes les bases sont l'ion OH-. Donc, ici, je reprends mon crayon, je vais prendre une couleur différente. L'ion OH- dans LiOH, dans MgOH 2 fois O, on revoit l'ion OH-. Comme dans NaOH, on connaît cette base-là qui est assez, qu'on voit quand même assez régulièrement, KOH. Donc, on remarque dans la formule moléculaire que ça se termine par un OH. Et lorsque je vais l'ioniser, il y aura l'ion positif évidemment, mais il y aura assurément le OH- qui sera libéré. Donc, tout dépendant de la quantité d'OH- qui est libérée par une substance qui est présente dans une solution, ben on va pouvoir se déplacer tranquillement vers le pH 14 où il y a une extrême quantité d'OH-. Quand je veux regarder maintenant les acides, donc les acides, ce qu'il y a de particulier avec l'acide, c'est le H. Dans toutes les formules moléculaires où on retrouve un acide, il commence par la lettre H. Donc, HF en est un bon exemple. On connaît aussi le HCl qui est l'acide chlorhydrique. Donc, on pourrait avoir même du HNO3, de l'acide nitrique. Donc, vous voyez ici avec un polyatomique, c'est possible aussi. L'important est comment le reconnaître. Je répète, c'est en possédant le H au début de la formule moléculaire. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi dans les équations d'ionisation? Bien, s'ils possèdent à l'intérieur de leur formule moléculaire la lettre H, bien, ils vont libérer
lorsque je les mets dans l'eau, ces acides-là vont libérer tous des H+. Évidemment, la partie négative sera la partie à droite. Dans ce cas-ci, c'est le fluor. Et dans le deuxième exemple, ben là, on a un polyatomique qui est SO4, le sulfate SO4 2-, qui appartient au polyatomique qu'on a vu précédemment dans le chapitre. Donc, et lui aussi libère des H. Et si je prenais HCl, bien lui aussi libérait des H+, et aussi du Cl-. Le HNO3 libérait des H+, et aussi un polyatomique qui s'appellerait NO3-. On remarque que H+ est toujours présent. Puis encore une fois, bien, plus j'ai de H+ dans ma solution, plus j'ai d'acide, plus je rajoute des H+, bien, plus je descends vers un pH de 0. Fait que de 0 à 7, on a un acide et plus on se rapproche de 7, plus on est neutre et donc moins on est acide. Même chose pour la base, à 14, on est très, très basique et plus on se rapproche de 7, donc on diminue la basicité ou ce qu'on appelle l'alcalinité et donc on a de moins en moins d'OH-, on se rapproche de quelque chose de neutre. Comme l'eau pure, par exemple. L'eau pure est à pH 7 et je pourrais même rajouter l'eau salée. Le sel n'est ni un acide ni une base. Si je regarde les formules moléculaires ici comme CaBr2, comme K3PO4 ou NaCl, le sel qu'on connaît le plus, il n'y a rien qui commence par H, il n'y a rien qui finit par OH, donc c'est ni une base ni un acide, c'est un sel. Donc ces sels-là seraient à pH 7. Bon, ici, je vous ai trouvé deux exemples d'indicateurs parce que comment on fait pour trouver quel est le pH d'une solution? Bien, il y a des moyens colorés en laboratoire pour déterminer le pH d'une solution. Vous l'avez probablement déjà testé, même en secondaire 1 avec du jus de chou probablement, parce que de façon naturelle, on peut en retrouver dans plusieurs fruits et légumes de ces indicateurs chimiques-là. Donc, c'est tout simplement des molécules qui font des réactions avec les H+, et une réaction différente avec le OH-. Donc, lorsqu'on est en présence de base, par exemple le bleu de bromothymol, ben, il va devenir davantage bleu lorsqu'il y a présence d'OH-. Mais il réagit différemment lorsqu'il y a présence d'H+, et il devient jaune. Et ce qu'on appelle la zone de virage, c'est lorsque cette molécule-là prend une zone tampon qui est un mélange des deux couleurs extrêmes. Donc là, ici à pH 7, le bleu de bromothymol indiquerait que si je le mets par exemple dans l'eau du robinet, probablement que ça tournerait au vert, ce qui m'indique que c'est neutre. Mais dès que c'est jaune, je fais « Oh, cette substance-là possède plus de H+ que la normale, donc elle est acide. » Par contre, je ne peux pas savoir avec le bleu de bromothymol, tout comme le papier tournesol. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Le papier tournesol, c'est une petite bandelette de papier qui est imbibé d'un indicateur coloré, le tournesol, qui ne vient pas du tournesol, soit dit en passant, qui vient d'une espèce d'extrait de lichen. La molécule elle-même tourne selon si c'est acide ou c'est basique. Donc, au départ, cette plante-là qui est dans le sol, on l'appelait pour tournesol à cause de ça. Donc, si le sol était acide, elle prenait une couleur. Quand le sol devenait trop basique, elle prenait une autre couleur. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça tournesol. Et donc, elle devient bleue quand c'est basique. Donc, c'est facile à retenir parce que bleu, ça commence par B, et base, ça commence par B. Fait que la base bleuit le papier tournesol et les acides vont rougir, au contraire, le papier tournesol. C'est pas très précis, par contre, fait que je sais juste que c'est un acide ou que c'est une base, mais je peux pas savoir si c'est très, très, très acide. Par exemple, comme du vinaigre très, très fort, ou du jus de citron qui est très acide, ou du jus de piment fort, qui est très, très acide aussi. Donc, si je veux être un peu plus précis, ben, je peux utiliser des indicateurs qu'on appelle universels, qui est un mélange de plein d'indicateurs, qui lui va changer de couleur à chaque pH. Donc, là, on peut avoir une couleur bien précise avec une solution que j'ai en laboratoire ou dans la cuisine ou en pharmacie ou peu importe. Je veux tester, j'arrive à un vert pétant ou un turquoise un peu bleuté, là, je pourrais dire « Ah, ben c'est plus proche de 8 que de 7. » Je peux me faire une échelle comme on voit là et comparer, ce que vous avez probablement fait en laboratoire. Il existe évidemment des instruments de mesure plus précis qu'on appelle des pH-mètres. On en a à l'Académie de ces genres d'instruments-là qui vont donner même au chiffre après la virgule, donc quel est le pH de la solution.
Je reviens sur un dernier élément concernant le pH, qui est concernant la différence d'une unité sur notre échelle. Donc, on note ici qu'une différence de 1 unité sur l'échelle de pH représente une différence de 10 sur le niveau d'acidité et de basicité. Donc, vous verrez peut-être, vous verrez assurément l'an prochain que c'est en fait à la puissance 10. Donc, comme c'est logarithmique, cette échelle-là, ça veut dire qu'à chaque fois que je tasse de 1, par exemple, je passe de 6 à 5, bien, je suis 10 fois plus acide. Par contre, si je passe d'une solution qui est pH 6, je rajoute un petit peu de jus de citron dedans et je reteste le pH, puis je suis rendue à 4. Mais là, je fais 10 fois 10 et donc je suis rendue à 100 fois plus acide que ma solution initiale. Donc, un exemple, on en a un ici, un pH 2 par exemple, du jus de citron. Le jus de citron étant très acide et 100 fois plus acide qu'une boisson gazeuse. Donc, si je prends une canette de Pepsi, je teste le pH, je devrais avoir, pour être honnête, un pH très acide de 3 à 4 de pH. Donc, si par exemple j'ai un pH de 3, je compare avec le jus de citron, bien, le jus de citron il est 10 fois plus acide et non pas une fois parce qu'on tasse de 1, c'est 10 à chaque fois. Et là, si je prends du côté basique le nettoyant à l'ammoniac, le Windex, par exemple, est un nettoyant à base d'ammoniac. C'est très basique, donc c'est à pH 11. Et si je compare avec de l'eau de mer n'étant pas parfaitement neutre, mais légèrement basique, bien là, on va tasser de 1, 2, 3 sur l'échelle de pH. Et donc, on a 10, 100, 1000 fois moins basique que le nettoyant à l'ammoniac. Bon, passons maintenant à la dernière information à vous transmettre qui est maintenant que je sais c'est quoi un électrolyte, maintenant que je sais que quand je le mets dans l'eau, certaines substances comme les acides, les bases, les sels, et on sait maintenant comment les reconnaître. Un sel, c'est métal, non-métal. Il n'y a pas de H au début, il n'y a pas de OH à la fin, mais c'est un donneur-receveur, liaison ionique. L'acide, ça commence par un H. C'est facile à reconnaître et ça va libérer des H+ en solution. Les bases vont finir par OH et donc vont aussi libérer certains ions communs en solution qui sont les OH-. Donc là, on sait comment les reconnaître. On sait que sur l'échelle de pH, entre autres, les acides et les bases peuvent avoir un effet. Les sels, non. Mais peu importe si on met un acide, une base ou un sel dans un contenant d'eau, dans un solvant, il y aura de l'ionisation. Là, tout l'aspect, la molécule d'eau qui possède une charge partielle et tout ça, cette explication-là sur l'hydratation des ions, c'était juste pour vous faire comprendre de comment ça fonctionne, vous faire comprendre comment ça se fait qu'un NaCl se sépare en Na+, Cl-. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment c'est possible? Donc, moi, j'ai poussé un petit peu plus loin l'explication, mais c'est pas si important d'être capable de expliquer comment ça se passe de l'hydratation de molécules de acide base-sel. L'important, par contre, c'est savoir qu'il y a des ions et que les ions, c'est ça qui permet le passage du courant. C'est par définition ça, un électrolyte. Et comment je fais pour déterminer les ions présents selon la molécule ionisée? Bien, c'est ça qu'on va voir. Vous avez besoin d'un tableau périodique pour faire cette expérience, bien pas cette expérience-là, mais ces exercices-là, à moins que vous sachiez par cœur où sont les atomes dans le tableau périodique ou vous sachiez par cœur vos ions polyatomiques. Donc, ça peut être utile aussi d'aller rechercher le fameux tableau des ions polyatomiques, page 43 de votre cahier observatoire. Donc, si je commence avec, des sels. Donc, on a déjà vu un NaCl, mais on va passer avec un sel différent. Donc, je vais essayer quelque chose de très simple pour l'instant. Si je prends KCl, KCl en milieu solide, je vais déplacer ça ici. Oups. Je pense que je ne peux pas le déplacer. Bon. OK. Je vais donc, désolée pour ça, le mettre ici pour être capable d'écrire. Donc, le KCl en milieu solide. Quand je le mets dans l'eau, je le mets dans H2O. Qu'est-ce que je produis comme ion? Bien, dans ma molécule, je dois la séparer assurément en deux. Il y a toujours un ion plus, un ion moins. Donc, c'est clair que c'est K d'un bord puis Cl de l'autre. Donc, le K, dans mon tableau périodique, il est ici. K, il est dans la famille des alcalins. Donc, lorsqu'il va s'ioniser, il va donner un ion
K+. Donc, il y a des possibilités pour la famille 1 d'être plus 1. Vous vous rappelez, la famille 2 sont plus 2, la famille 3 sont plus 3. La famille 4, plus ou moins 4, ça dépend. C'est plutôt rare par contre parce qu'ils font souvent des liens covalents. La famille 5, moins 3, la famille 6, moins 2 et la famille 7, moins 1. Évidemment, la famille 8, bien, jamais, jamais, on va les voir s'ionniser. C'est impossible, ils ne peuvent même pas se matcher. Donc, K+, pour le K et Cl-, parce que le Cl, il est ici, il est dans la famille 7. Donc, voilà ce que j'obtiendrai avec un petit AQ ici pour indiquer que mon K+, il n'est pas à l'état solide, il n'est pas liquide, il n'est pas gazeux, il est dissous dans l'eau. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant si j'ai un sel comme MgS? Donc, MgS, à l'état solide, oui, j'ai seulement 2 atomes. Ça se sépare assurément encore ici. Ça va donner un ion magnésium et ça va sûrement me donner un ion soufre. Maintenant, attention de ne pas trop rapidement mettre plus puis moins. Assurez-vous d'aller dans le tableau périodique au bon endroit. Regardez mon magnésium, là. Tiens, il est là. Donc, magnésium, il est là, il est dans la famille 2, il sera donc plus 2. Le magnésium avec 2 électrons donne ces électrons et il est donc chargé positivement, mais précisément plus 2. Le soufre, lui, le soufre, s'en vient ici, voilà. Donc, il est dans la famille 6. Il est donc chargé moins 2 et c'est pour ça que c'est un match parfait que Mg et S, un atome de chacun, c'est suffisant. Je rajoute le petit AQ, je rajoute AQ et voilà, mon équation de dissociation est complétée. J'irais peut-être juste rajouter, tiens, tester une 3e molécule un peu plus complexe avec un ion polyatomique. Tiens, j'y vais comme ça. Au hasard, je vais mettre Li2SO4. Donc, j'ai du Li2SO4 qui est un sel. Et pourquoi c'est un sel? Ça ne commence pas par un H, ça ne finit pas par OH. C'est un métal, un donneur, avec un groupement receveur cette fois-ci. Et là, il faut le reconnaître facilement. Nos polyatomiques, sulfate, chlorate, carbonate, nitrate, ce sont ceux que l'on voit le plus souvent. Il y en aurait peut-être 4-5 qu'on vous aurait fait apprendre par cœur. Et là, moi, je le vois bien. SO4, il est placé à la fin. Le donneur, c'est toujours un métal. Lithium, clairement, famille 1, c'est le donneur. Donc, la séparation se fait ici comme ça. Et donc, je ne peux pas le séparer en 3. C'est impossible qu'il y ait autre chose qu'un ion plus et un ion moins. Il ne peut pas y avoir un 3e atome, ça ne se peut pas. Donc, ça se sépare en 2. J'ai un ion positif qui est Li et le second ion s'appelle SO4 et je le laisse en bloc. Je le garde ensemble. OK? Maintenant, le Li, tableau périodique, je m'en irai en haut ici pour aller voir où est-ce qu'il est mon lithium. Donc, mon lithium, il est ici dans la famille 1A. Donc, comme il est dans la famille 1, il serait chargé plus 1. Je vais tout de suite mettre, tiens, mon AQ. Et mon SO4, quelle est la charge de SO4? Là, je ne peux pas regarder dans mon tableau périodique parce que SO4 est fait de plusieurs atomes. Il faut que j'aille voir soit à la page 43, parce que je ne le sais pas par cœur, ou je le déduis ou je le sais par cœur que SO4 est toujours moins 2. Donc, vous avez droit à votre tableau, là, vous êtes chez vous, ouvrez votre page 43 et allez voir la charge d'SO4 qui est moins 2. Maintenant, ce n'est pas terminé parce que dans ce cas-ci, si je laisse ça comme ça, j'ai un lithium plus 1 puis un SO4 moins 2. Ça veut dire que lui donne 1 puis lui prend 2. Ça ne fait pas de sens, là. Donc, pour que ça fasse du sens et pour que ça balance, je dois prendre le petit 2 qui est là en indice et je devrais le placer devant le lithium du côté droit après ionisation. C'est-à-dire que j'ai 2 lithiums dans ma molécule, je m'en vais mettre un 2 comme ça juste en avant. Donc, j'ai 2 Li+, plus 1 SO4, 2-. En passant, je pourrais mettre un 1 en avant, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. C'est bon pour ça?
Je passe à la diapo suivante pour vous donner rapidement quelques exemples si j'ai un acide et si j'ai une base. Sinon, vous allez savoir maintenant comment ioniser. Donc, voici quelques exemples rapides. Si j'ai un acide, ça commence par un H. Donc, je vais faire HCl, puis tiens, je ferai H2CO3, un autre acide. Ça commence par un H, c'est un acide. Donc, si je les place en milieu aqueux, dans l'eau, en passant, bon, oui, je devrais toujours écrire H2O ici, là, mais c'est pas très grave. Si vous n'ajoutez pas le petit H2O. L'important, c'est la flèche. Qu'est-ce qui est à gauche de la flèche et qu'est-ce qui est à droite de la flèche. Ça, c'est fort important. Quand j'ionise un acide, c'est pas très compliqué. J'ai toujours des H+. Même ici, j'aurai aussi H+ libéré, il faut. C'est un acide et tous les acides libèrent ce genre d'ion. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme ion? Bien, vous vous rappelez tantôt, je faisais une séparation. Je sépare ici. Si j'ai le H qui part de son bord, bien, il me reste du chlore qui, lui, part de son bord. Avec un tableau périodique, je verrai qu'il est dans la famille 7 et qu'il est -1. Donc, je pourrais tout simplement ajouter AQ et AQ et j'aurai une équation complétée de dissociation électrolytique. H2CO3, juste un petit peu plus compliqué que le numéro 1, mais j'ai des H+ libérés et je reconnais un carbonate. Le CO3 est un polyatomique qui est à la page 43. Donc, lui, il reste inséparable. Je le laisse en bloc. Je ne le sépare pas. Je ne peux pas, de toute façon, avoir 3 ions. J'ai un ion plus puis j'ai un ion moins. Mon ion moins, il s'appelle carbonate et lui, il vaut -2. C'est écrit à la page 43. Moi, je le sais par cœur, mais vous pouvez aller voir. Ensuite, évidemment, bon, ça, c'est en milieu aqueux. Ça, c'est en milieu aqueux. Avant tout, je vais vérifier que ça balance mon affaire. Tantôt, c'était assez simple parce que j'ai un ion +1, un ion -1. Ça fit parfaitement. Tandis qu'ici, j'ai un ion +1, c'est-à-dire un ion qui donne un électron, et j'ai un ion -2 qui prend 2 électrons. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, comme ça ne balance pas, je vais juste aller valider que je n'aurais pas oublié quelque chose. Puis là, bien, effectivement, j'ai oublié mon petit 2 qui est ici. Si j'ai 2 atomes d'hydrogène, j'aurai donc un 2 à placer devant le H pour m'indiquer que j'ai 2 ions H+ libérés et un seul CO3 2- de libéré. Et faites attention au 3 qui est ici. C'est pas parce que j'ai un 3 que je vais aller le placer devant. C'est pas vrai que j'ai 3 fois le groupement polyatomique. Ben non. J'ai une seule fois le groupement. Il s'appelle CO3. Le 3 lui appartient. C'est pas pareil. Par contre, regardez, je vous donne un exemple où là, ça serait... il y aurait un cas de parenthèse. Là. Si j'avais, par exemple, du Mg, et là, j'ai NO3 qui serait un sel dans ce cas-ci 2 fois. Donc, dans ce cas-ci, je sépare ma molécule en 2, mon magnésium et mon donneur, qui serait +2. Et là, j'ai vraiment une parenthèse et j'ai un 2 à l'extérieur de la parenthèse. Seulement et seulement si j'ai une parenthèse autour d'un polyatomique, là, je peux placer le 2 devant. Lorsque j'ioniserai, je mettrai un 2 fois NO3. C'est la seule fois où je devrais le faire. Donc ici, là, pour mon 3 qui est là, lui, je ne dois pas le placer devant. Il fait partie entière là, de mon acide, de mon polyatomique. Je fais un dernier exemple avec une base. Donc, si j'ai par exemple du NaOH, là, je reconnais une base. Une base, ça finit par OH. Le OH, en passant, c'est un polyatomique, mais c'est toujours le même qu'on retrouve dans les bases, donc c'est assez facile parce qu'il va toujours libérer cet ion-là qui s'appelle OH, et en passant, il est toujours -1. Il est aussi à la page 43, il s'appelle hydroxyde. Donc, hydroxyde est -1. Je vais mettre mon petit AQ. Évidemment, ici, ça sépare le sodium Na, qui est le métal, avec un groupement non-métal qui est le OH. Évidemment, c'est une base. Donc, mon Na s'en va d'un bord, Na+, OH-, AQ, AQ. Évidemment, +1, -1,
ça s'annule parfaitement. Tandis que si j'avais eu, par exemple, tiens, je reprends mon Mg, là, MgOH 2 fois, qui est une vraie molécule basique. Oh, ça finit par OH. Je connais ma base. Je sais que ça libère un ion qui s'appelle OH-. Le magnésium, Mg. Il est dans tableau périodique famille 2, donc il est plus 2. Là, je remarque que mes deux ions aqueux, l'un est plus 2 et l'autre est moins 1. Donc là, il y a quelque chose qui manque, qui ne fait pas de sens. Je retourne dans ma molécule. Hop, là, je vois qu'il y a un petit 2 qui est en indice et qui est à l'extérieur de ma parenthèse. Je devrais donc le placer devant ici lorsque j'écris mon équation complète et balancée. Et là, ça me donne un ion, Mg2+, et 2 ions moins. Là, ça fait du sens. Et là, ça balance. Voilà, alors je vous remercie et merci de votre patience. Ça a été quand même laborieux. Et en plus, j'ai été dérangée plusieurs fois à la maison. Donc, merci de votre compréhension. Si parfois ça coupe, ça repart, des images disparaissent, là, j'ai eu un peu de difficulté à gérer tout ça. Mais bon travail tout le monde. Lâchez pas. Vous êtes bon, vous êtes capable. Ça va bien aller.